Bon, ben merci beaucoup. Merci à vous d'être présent. Donc, dans le cadre de cette table ronde, on va peut-être fonctionner au départ sur deux questions. Donc, si vous voulez bien, chacun son tour, vous allez un peu répondre à cette première question. Est-ce que vous pouvez un peu nous exposer l'évolution que vous voyez de la justice restaurative sur les 10 années qui sont passées? Donc, merci Madame la Présidente, merci à Monsieur le Directeur. Des remerciements au nom à Monsieur Caillol qui vous remercie pour votre invitation. Donc sur les 10 ans, ce qui me semble important de resituer, c'est déjà un peu le périmètre d'action de chaque direction. Donc moi je représente le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, donc le SADJAV. Quel est le rôle du SADJAV, donc, qui est une entité du ministère de la Justice? C'est celui de piloter la politique publique de l'aide aux victimes, qui est mise en œuvre par qui? Par les associations d'aide aux victimes. La justice restaurative, c'est une des modalités de prise en charge de ces victimes. Pour répondre plus directement à votre question, donc sur les 10 ans, qu'est-ce qu'a fait le service pour concourir au déploiement de la justice restaurative? Il y a eu un soutien financier du SADJAV pour le développement de la justice restaurative. Comment le SADJAV a procédé pour donner des moyens pour essayer de faire vivre cette politique publique au bénéfice des victimes, mais aussi des auteurs, mais s'agissant du SADJAV, c'est le prisme des victimes, par le biais d'un soutien financier aux associations nationales spécialisées pour mettre en œuvre des mesures pour développer des programmes de justice restaurative, l'IFJR, l'ARCA. Ça, c'est une première source de financement. Et après, le second vecteur au cours de ces 10 dernières années, c'est également le soutien financier octroyé par le SADJAV qui donne des moyens aux cours d'appel. Et les cours d'appel qui connaissent les associations de leur ressort octroient des crédits aux associations d'aide aux victimes qui mettent en œuvre ces mesures. Donc il y a deux circuits financiers. Ce soutien financier donc, qui a débattu, mais en tout cas il est ancien, ça c'est un fait constant, et les graphiques qu'a montré M. Sayous au début de la présentation en attestent. Et au niveau du SADJAV, c'est une priorité de politique publique d'aide aux victimes, puisque chaque année, on a vérifié ce point, depuis 2015, dans la lettre d'emploi au crédit, donc dans les échanges qu'on a avec le cours d'appel, c'est une politique qui doit être portée. Les moyens qui ont été conférés aux associations, mais ça, M. Bertin l'a évoqué lors d'une des précédentes tables, ça a notamment permis de former un nombre conséquent de personnels d'associations d'aide aux victimes qui ont en tout cas la certification pour être en mesure d'animer des mesures de justice restaurative. S'agissant des subventions qu'on a octroyées donc, aux associations spécialisées dans la vôtre, les moyens octroyés sont anciens puisqu'ils sont depuis 2016. Et ce qu'on peut dire sur les 10 ans, c'est qu'il y a quand même un soutien encore renouvelé du SADJAV à votre institut, à vos équipes, en dépit d'un déploiement encore un peu trop timide au profit des bénéficiaires. Et ce n'est pas pour être désagréable, c'est juste par rapport aux chiffres dont on a échangé. Il y a la volonté d'aller plus en avant et on est persuadé qu'on va tous ensemble y parvenir. Est-ce que, par rapport à ces 10 ans, est-ce qu'il y a une volonté politique de déployer la JR au bénéfice des victimes et des auteurs? À mon sens, oui, au sens du SADJAV, oui. C'est une volonté ministérielle forte. Le garde des Sceaux l'a redit avec les perspectives, avec la mission. Il y a toute une série de renforcement du socle normatif, mais d'autres collègues y reviendront. Par rapport à l'office du SADJAV, comment on a essayé de porter la justice restaurative. Il y a une instance qui s'appelle le Comité national de la justice restaurative qui est composé des différentes directions. Donc là, vous avez tous les collègues du CNJR autour de la table. Et cette instance, pour essayer d'accompagner les terrains, on a notamment travaillé à des guides méthodologiques pour mettre en œuvre des projets de JR, de justice restaurative, des vidéos d'information, des triptyques, des affiches, donc toute une série d'outils méthodologiques. Et tout ça a été un peu éparpillé. Et on a fait récemment, j'invite les collègues de la PJJ
CPI, des SPIP ou des autorités judiciaires, à essayer de mettre un peu plus en avant ces informations sur les sites intranet des directions pour que les gens qui veulent s'en emparer aient directement accès aux outils qui peuvent aider à la mise en œuvre de mesures de justice restaurative. Par rapport, comme la question elle porte sur les 10 ans, il y a eu quelques moments difficiles. La crise sanitaire, ça a été aussi évoqué. Et moi, ce que j'ai trouvé appréciable, c'est la capacité des institutions qui travaillent avec nous pour développer la justice restaurative, mais un peu à réorienter. Traditionnellement, j'ai cru comprendre que c'était essentiellement RDV, RCV, et cette réorientation vers les médiations restauratives. Non pas que les RDV, RCV soient à négliger, j'ai participé à l'atelier, c'était passionnant, mais les médiations restauratives, elles sont peut-être un peu moins difficiles à mettre en œuvre d'un point de vue logistique. Et comme quand il y a ce genre de sujet, c'est peut-être aussi un vecteur qui pourra faire en sorte qu'on ait plus de bénéficiaires. Cette volonté de donner, donc suite à la crise sanitaire, ça a obéré un peu la bonne dynamique initiale. Et donc du coup, au niveau du Comité national de la justice restaurative, on a essayé de s'impliquer dans des événements de communication sur la justice restaurative pour donner un nouvel élan. Et puis surtout pour essayer de mettre en valeur tous les professionnels des terrains. J'en ai rencontré quelques-uns, donc France Victime 31, France Victime 77, des SPIP de la PJJ, et on a beaucoup de personnel qui sont donné du mal pour essayer de faire vivre ces mesures concrètement sur le terrain. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à souligner. Et lors de cet événement au niveau du ministère, grâce au concours efficace de la direction de l'administration pénitentiaire, on avait eu la chance d'avoir une personne détenue qui était venue témoigner depuis les locaux du ministère sur son expérience de justice restaurative. Et ça, symboliquement, pour le CNJR, mes collèges corrigeront, c'était vraiment la volonté d'incarner concrètement la JR en action. Et ensuite, par rapport à ces 10 ans, donc par rapport aux freins qu'on a identifiés, il y a une volonté commune de réfléchir à des moyens de dépasser ces freins. Et donc, du coup, c'est un des points qui a été abordé ces jours-ci. Il n'y a pas eu une expérimentation de la justice restaurative au sein des cours d'appel d'Aix et de Toulouse. Il y a eu une expérimentation de mutualisation des mesures de justice restaurative à l'échelle des cours d'appel, avec le concours de votre institut, dont l'office était de centraliser les demandes et essayer de mobiliser toutes les ressources sur le secteur des cours d'appel pour essayer de satisfaire le plus rapidement les demandes. Et autre appui de l'Institut, et on remercie les antennes, et on remercie tous les acteurs de terrain et les chefs de cour et de juridiction qui ont fait confiance qui ont témoigné de leur confiance lors de ces expérimentations. Le but, c'était que s'il n'y avait pas de professionnels en mesure, par rapport à toutes les contraintes qui pèsent sur eux, de faire vivre la mesure, que l'IFJR puisse agir en subsidiarité pour essayer de donner un élan en mesure de justice restaurative. L'expérimentation, elle a donné une impulsion dynamique au sein des cours et elle a permis un certain décloisonnement institutionnel. Voilà pour le regard du SADJAV sur les 10 années écoulées. Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. Je peux me permettre juste, monsieur Di Marino, de vous répondre quand même. C'était aussi par rapport au cours d'appel, si le terme expérimentation a été utilisé, c'est que c'était une nouvelle forme de travail entre tout le monde et une nouvelle forme peut-être aussi d'information et de recueil des demandes auprès des personnes. C'était en ce sens-là qu'on l'a peut-être nommé expérimentation. Je vais passer le micro maintenant à Madame Poc. Ah ben voilà. Je pense qu'il fonctionne. Donc, a priori, comme ça, vous pourrez intervenir éventuellement. Donc, au nom du directeur des affaires criminelles et des grâces, Monsieur Olivier Christen, je vous remercie d'abord, Madame la Présidente, ainsi que Monsieur le directeur général de l'IFJR, de cette invitation à ce congrès international qui célèbre les 10 ans d'existence de l'IFJR. Et la DSCG était effectivement heureuse de pouvoir intervenir à cette occasion, justement au cours de cette table ronde sur les partenaires institutionnels et associatifs dans les futurs déploiements de la justice restaurative en France. En effet, la DACG s'inscrit entièrement en fait aux côtés des autres directions du ministère de la Justice dans cette dynamique de promotion de la justice restaurative sur le territoire, ce depuis plusieurs années et sur plusieurs plans. Et s'agissant du bilan des 10 ans, c'est vrai que le travail du ministère est parti du constat
que la justice restaurative était encore parfois difficile d'appropriation pour l'autorité judiciaire, et ce qui pouvait se comprendre d'ailleurs parce que c'est un modèle différent en fait, puisque la justice restaurative c'est une pratique complémentaire du traitement pénal d'une affaire, et en cela eh bien, les juridictions devaient d'une certaine façon s'acculturer à cette nouvelle manière de penser, non pas le traitement de l'affaire pénale, mais l'appréhension d'une affaire pénale. Et partant donc de ce constat, de cette difficulté d'appropriation, la DACG a eu à cœur de favoriser une acculturation rapide et efficiente de l'autorité judiciaire. Et à cette fin, elle a actionné un certain nombre de leviers, d'une part sur le plan normatif, mais également sur le plan opérationnel. Sur le plan normatif, dans le cadre de sa mission d'élaboration et d'animation de la politique pénale au niveau national, la DACG s'est impliquée tout particulièrement au fin de favoriser donc cette appropriation de ces mesures extrajudiciaires qui par essence sont peu familières, j'insiste, mais parce que c'est exact en fait, hein. Les juridictions sont peu familières et la culture judiciaire française est peu familière avec ces mesures extrajudiciaires. Plusieurs textes sont ainsi venus compléter la loi du 15 août 2014 pour préciser les contours et les modalités de la mise en œuvre de la justice restaurative. Le premier de ces textes, c'est la circulaire du 15 mai 2017. Je vais être assez rapide parce que je pense qu'ici, vous maîtrisez tous cette circulaire qui est un peu ce texte fondateur, en tout cas qui explique vraiment les détaille les modalités de mise en œuvre de la justice restaurative. Donc, cette circulaire rappelle les principes fondamentaux qui régissent la justice restaurative, principes d'autonomie et de confidentialité. Elle en précise le cadre juridique et le champ d'application. Et plus précisément, par rapport à l'intervention des autorités judiciaires en matière de justice restaurative, c'est cette circulaire du 15 mars 2017 qui précise les modalités de contrôle qui sont exercées par l'autorité judiciaire sur la mesure de justice restaurative, à la fois un contrôle préalable, un contrôle en tout cas oui, qu'on pourrait appeler d'opportunité qui est avec l'accord préalable qui est donné par l'autorité judiciaire, et puis un contrôle qualitatif à l'issue de la mesure de justice restaurative. Cette circulaire contient des annexes qui avaient également et qui étaient destinées également à faciliter l'appréhension des dispositifs de justice restaurative par les juridictions. Il y a également 2 décrets qui avaient été abordé très rapidement par Monsieur le garde des Sceaux dans la capsule vidéo, qui sont les décrets des 21 décembre 2020 et 23 novembre 2021, et qui ont leur importance puisque c'est pour le décret du 21 décembre 2020, c'est celui qui permet en fait et qui instaure un article D1-1-1 du Code de procédure pénale qui entérine la possibilité pour la victime ou l'auteur d'une infraction de participer à une mesure de justice restaurative qui peut lui être proposée à tous les stades de la procédure. Et donc ce décret, c'est justement celui qui permet cette extension. Et également le décret du 23 novembre 2021 qui est important également puisque lui étend la possibilité de recourir à une mesure de justice restaurative même dans le cas où la prescription de l'action publique serait acquise. Ce qui permet aussi de donner une autre dimension à la justice restaurative. Ça, c'est sur le plan normatif. J'y reviendrai un tout petit peu pour réagir sur la précédente table ronde sur la mise en œuvre de mesures de justice restaurative en matière terroriste. J'y reviendrai un petit peu à la fin de mon intervention. L'autre levier qui a été actionné par la DACG est beaucoup plus opérationnel et je pense vous concerne de façon plus pratique dans la mesure où la DACG a considéré que pour aider les juridictions en fait et donner une impulsion aux autorités judiciaires pour une meilleure dynamique en quelque sorte dans la justice restaurative, eh bien, il a été créé une boîte à outils à destination des juridictions qui est accessible sur le site intranet de la DACG par le biais du wiki pénal qui est une source documentaire qui est mise à la disposition des magistrats par la DACG. Cette boîte à outils elle est disponible depuis le mois d'août 2013.
Elle est également accessible sur le site intranet du ministère de la Justice depuis fin 2023 et elle contient des outils pratiques à visée très opérationnelle et qui sont immédiatement mobilisables par les juridictions qui s'en servent. À la fois, il s'agit d'une fiche technique qui a pour vocation de définir explicitement le rôle de l'autorité judiciaire et du comité de pilotage qui est très important en matière de justice restaurative pour donner cette impulsion, et puis également les modalités de déploiement pratique des mesures de justice restaurative. C'est un outil qui peut être précieux pour les magistrats parce qu'il leur permet de pouvoir identifier rapidement non seulement les grandes étapes de mise en œuvre de ces différentes mesures de justice restaurative, mais également les modalités concrètes de l'intervention de l'autorité judiciaire dans ce processus de justice restaurative. L'autre outil qui me semble pouvoir être utilisé par tous et qui peut permettre en fait de pouvoir décider de façon plus rapide en quelque sorte de la mesure de justice restaurative qui pourrait être mise en œuvre, c'est le tableau comparatif des mesures de justice restaurative, puisqu'il permet d'identifier clairement les mesures qui vont correspondre aux besoins qui ont été identifiés dans le dossier concerné, aux objectifs qui sont poursuivis, au public visé, selon également l'infraction qui est concernée. Et c'est donc un tableau synthétique qui permet en fait en un regard de pouvoir se dire selon le public que je vise, selon l'infraction, selon le besoin, l'objectif que j'identifie, voilà quelle mesure pourrait être la plus opportune dans telle ou telle autre affaire. Et concernant aussi les victimes, en fait, la prise en compte des particularités de chaque victime. Il y a également des fiches qui sont opérationnelles, mais qui, elles, existaient depuis quelque temps, mais qu'on a actualisées. C'est une fiche navette qui permet de fluidifier les échanges d'informations entre les juridictions et également les structures qui mettent en œuvre la mesure de justice restaurative. Il y a une fiche d'orientation auteur qui est en fait une fiche pédagogique sur les mécanismes de la justice restaurative qui rappelle les dispositifs existants et pour chacun les modalités concrètes de mise en œuvre et d'accompagnement. Cette fiche, elle est destinée à être remise aux différents auteurs et victimes d'une infraction en vue de les inciter à recourir à la justice restaurative. Et donc, il y a une fiche d'orientation auteur, une fiche d'orientation victime également. Il y a également sur le site un modèle de convention de partenariat qui est donc destiné à faciliter la mise en place d'un projet local de justice restaurative. Et puis également deux autres outils très pratiques, le formulaire de recueil de consentement et du majeur et du mineur, et ce qui est évidemment, vous le savez, un préalable obligatoire au déploiement d'une mesure de justice restaurative. L'objectif aussi de la DACG, c'est vraiment au fur et à mesure des besoins qui sont exprimés, qui peuvent être remontés par les juridictions, d'ajouter en fait des outils pratiques dans cette boîte à outils. Et notamment, très prochainement, nous mettrons en ligne une fiche réflexe pour les copiles et qui est donc destinée à présenter les différentes étapes pour les autorités judiciaires de mise en place en fait, d'un projet local de justice restaurative. Et cette fiche récapitule les différentes thématiques qui doivent être abordées dans le cadre d'un tel déploiement, le COPIL étant quand même une instance de pilotage très importante en cette matière. Juste avant de passer la parole, donc sous un angle encore plus pratique, pour revenir sur l'aspect normatif et la mise en œuvre des mesures de justice restaurative dans le champ du terrorisme, il me semble, alors effectivement sur un plan légal, toutes les infractions, le champ d'application de la justice restaurative est très large, puisque toutes les infractions et à tous les stades de la procédure peuvent être concernées. En revanche, et sauf erreur de ma part, bien sûr, et il pourrait y avoir des réactions, n'a pas été évoqué tout à l'heure ce qu'on appelle les comportements de dissimulation. Et je pense que c'est un point, dans le cadre de la mise en œuvre de la justice restaurative, sur lequel il faut être très vigilant, puisqu'en fait, il y a une interaction qui peut être très importante, et c'est effectivement un domaine très sensible. À aucun moment, je ne viens dire qu'il faut l'exclure, mais simplement, je voulais attirer votre attention sur ce point parce qu'il me semble que ça n'a pas été évoqué et que par la manière aussi dont ce dispositif peut être utilisé, il ne faut pas perdre de vue que ce public-là étant un public très particulier, il peut aussi y avoir ces
comportements ou pratiques de dissimulation qui sont quand même assez répandus et qui peuvent avoir des conséquences. Et je pense donc qu'il faut une vigilance il faut toujours une vigilance, et je ne doute à aucun moment que vous qui êtes les professionnels qui agissez sur le terrain, ne soyez très vigilants. Mais je pense que vraiment, c'est un domaine dans lequel il faut aller à pas prudent. Je vous remercie. Oui, oui, nous sommes et nous serons très vigilants sur ce sujet. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, il existe beaucoup d'outils qui, s'ils sont utilisés régulièrement, vont faciliter grandement la mise en place de la justice restaurative. Merci. Madame Lelor. Oui, donc bonjour à tous. Donc je ne vais pas faire très original, parce qu'au nom du directeur également, qui s'excuse de ne pas être là, je vais remercier donc Madame la Présidente, également Monsieur le Directeur, de cette invitation, mais aussi de cette possibilité d'intervention dans le cadre de cet important congrès. Pour l'administration pénitentiaire, c'est un regard positif qui est porté sur ces 10 dernières années, que ce soit au regard du nombre de mesures mises en place aujourd'hui, de son augmentation par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, mais aussi de l'évolution du partenariat de ces services et des directions interrégionales avec l'IFJR. Vous le savez, on l'a suffisamment évoqué hier et encore ce matin, la justice restaurative, elle a une place singulière en France, au sein de l'administration pénitentiaire et au sein du périmètre des missions des services pénitentiaires d'insertion et de probation, que je vais appeler SPIP, pour m'éviter à chaque fois de le nommer dans son entièreté, puisqu'effectivement la justice restaurative, elle est conçue comme une modalité d'intervention auprès des personnes placées sous main de justice. Elle fait aujourd'hui partie du service public pénitentiaire, c'est l'article L1 du Code pénitentiaire, pour ceux qui le connaissent. Et à cet égard, elle porte des enjeux réels, de par la multiplicité des acteurs. Vous en êtes la preuve concrète, de cette diversité, mais aussi des exigences de formation, de préparation. On en a parlé un peu, mais je réinsiste sur la préparation des mesures de justice restaurative et des exigences de formation, et ce, pour l'administration pénitentiaire sans moyens dédiés. Pour autant, on constate une évolution du nombre de mesures mises en place par les services, puisque à la lecture des enquêtes nationales qui sont menées par l'administration pénitentiaire depuis 2015, en 2022, ce sont 80 dispositifs qui sont mis en place. Je parle de dispositifs parce que dans le cadre de ces enquêtes, on comptabilise tant les mesures qui sont définies légalement, que vous connaissez tous, mais aussi les autres dispositifs avisés de justice restaurative, comme le programme de parrainage de désistance, pour ceux qui ont assisté à l'atelier 4 hier, si je ne me trompe pas, mais aussi le programme Sycomore, qui est un programme qui a été importé d'Angleterre et qui est développé au sein du SPIP 77 et 75 depuis peu. Donc 2022, 80 dispositifs, alors qu'en 2019, on avait 46 dispositifs mis en œuvre. Je vous fais fi des chiffres pour 2020 et 2021 parce que vous le savez, la crise sanitaire a largement impacté l'activité des services. Et on constate, au-delà d'une augmentation de la mise en œuvre des mesures, on constate également une augmentation des personnes orientées. C'est important de le souligner, puisque en 2022, ce sont 263 personnes orientées par les services pénitentiaires d'insertion de probation, toujours à la lecture de ces enquêtes nationales, contre 127 en 2019, soit plus du double. Donc c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, on a tout de même 243 professionnels investis, impliqués dans la justice restaurative, que ce soit sur des actions de mise en œuvre ou de sensibilisation. Monsieur Sayous en a parlé hier, on assiste aussi à une évolution de la typologie des mesures mises en place au sein de l'administration pénitentiaire, puisque lors des premiers pas de la justice restaurative au sein de l'administration, ce sont surtout des RDV et des RCV
qui a été mis en place, aujourd'hui, il représente 18% de l'ensemble des dispositifs, contre 71% pour les médiations restauratives. Donc là encore, il y a une évolution, alors qui s'explique par la crise sanitaire, mais comme le disait M. Di Marino tout à l'heure, aussi par peut-être la facilité de mise en œuvre de ces dispositifs, mais pas que, le coût aussi, par rapport aux rencontres et aux groupes. Sur cette même période, on a une évolution du partenariat, du développement du partenariat, en tout cas avec l'IFJR pour l'administration pénitentiaire, puisqu'aujourd'hui ce sont 5 directions interrégionales qui sont engagées aux côtés de l'IFJR sur le plan de la formation pour la direction interrégionale de Marseille, par la signature de conventions de partenariat pour Lille, Bordeaux ou encore Toulouse et Dijon plus récemment. Et une construction de partenariat, me semble-t-il, actuellement en cours avec la direction interrégionale de Strasbourg. Donc une évolution de ce partenariat qui permet, et je vais répéter encore une fois les propos de M. Saïdous, parce que c'est un constat qu'on a fait aussi au sein de la direction, qui permet aussi, et c'est un constat qui est indéniable, le développement de la collaboration finalement du partenariat entre les différentes institutions, donc entre les SPIP, les associations d'aide aux victimes, la PJJ et les autorités judiciaires, parce qu'on assiste finalement la mise en œuvre de mesures de justice restaurative va participer aussi du développement du partenariat à l'échelle locale et également à l'échelle interrégionale entre les services pénitentiaires et les autres organismes et institutions. Merci beaucoup. Oui, c'est sûr qu'on vérifie que ce partenariat, plus la qualité est forte sur les territoires et mieux les mesures peuvent s'exercer et plus il y a de demandes en fait. Merci beaucoup Madame Lelor. Passez la parole à Madame Muriot. Oui, bonjour. Donc, au nom de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, je joins mes remerciements à ceux qui ont déjà été adressés par mes collègues. Alors, la mobilisation de la PJJ autour de la justice restaurative, elle n'a pas 10 ans. Voilà, on n'a pas 10 ans de regard à porter, mais on peut néanmoins identifier 2 périodes d'appropriation. Une première période, 2017, on va dire 2020, qui est une période d'appropriation et d'expérimentation, et puis une seconde période à partir de 2021, qui est plutôt une période dévolue au déploiement de la justice restaurative. Donc 2017, en fait, la DPJJ s'est engagée dans des travaux autour de la justice restaurative dans la suite de la publication de la circulaire, d'abord en réunissant un groupe de travail pour déterminer quelles pourraient être les modalités d'une mise en œuvre de la justice restaurative avec les mineurs. Travaux qui se sont poursuivis par une période d'expérimentation au sein de 10 services du secteur public et du secteur associatif habilité, et qui visaient notamment à vérifier si les préconisations qui avaient été portées dans le groupe de travail étaient pertinentes pour le public mineur et également pour les professionnels. Alors c'est vrai que du fait du temps long dévolu d'abord à la formation des professionnels, puisqu'il y avait très peu de professionnels de la PJJ qui étaient formés à cette période-là à la justice restaurative, mais aussi à la formalisation et à l'installation des dispositifs. Donc ça a été toute l'année 2019, a été quasiment consacrée à ce travail-là pour les services engagés dans les expérimentations. Et donc l'expérimentation a été renouvelée pour une seconde année, 2020, et qui était bien sûr très impactée, comme pour tout le monde, par la crise sanitaire. Donc tout ça pour dire que c'est vrai qu'on n'a pas eu un nombre de mesures très conséquent effectivement mises en œuvre avec des mineurs. Néanmoins, le service de l'évaluation de la recherche et du contrôle, qui est donc un service de la PJJ, a réalisé un bilan de ces expérimentations et qui, entre autres, a pu mettre l'accent sur la portée éducative de cette mesure de justice restaurative donc pour notre public mineur, et son intérêt également pour les pratiques professionnelles.
Tout ça nous menant à la deuxième période d'appropriation, on va dire, qui s'ouvre en 2021 avec logiquement l'inscription de la justice restaurative dans le Code de justice pénale des mineurs, donc dans sa partie liminaire, et qui ouvre donc au principe de son déploiement progressif, si ce n'est de sa généralisation, puisqu'on n'en est pas encore là, mais en tout cas au principe de pouvoir déployer sur l'ensemble des services de la PJJ le principe de justice restaurative. 2022, c'est la publication du guide de la justice restaurative pour les mineurs, ainsi que de bandes dessinées qui ont été élaborées avec des auteurs de bandes dessinées. Et ces outils, notamment ces bandes dessinées, elles visent vraiment à essayer d'accompagner tous les professionnels dans la démarche d'information, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'ils aient été formés à la justice restaurative. En tout cas, la première démarche d'information auprès des publics. Donc on observe à partir de 2022 vraiment une étape de déploiement supplémentaire des programmes de justice restaurative, avec notamment au niveau d'un certain nombre de directions territoriales l'organisation de journées de sensibilisation, une offre de formation qui s'étoffe du côté de l'ENPJJ. C'est plus de 250 professionnels qui ont été formés par l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Et je souligne juste rapidement que c'est une offre à destination des professionnels qui souhaitent animer les programmes, mais aussi une offre qui vise à sensibiliser les cadres pour qu'ils puissent mieux accompagner, davantage accompagner leurs équipes dans la conduite de ces dispositifs. Et je pense que c'est quand même un gage de pérennité de ces programmes. On est en juin 2023, une vingtaine de services qui sont actuellement en mesure de mettre en œuvre des mesures de justice restaurative, une quinzaine qui sont dans une démarche de construction plutôt bien avancée et qui devrait permettre à court ou moyen terme la mise en œuvre des premières mesures, et puis encore une autre quinzaine de services pour lesquels on est plutôt dans une démarche de réflexion, qui souhaitent s'engager dans cette démarche, mais soit sur une réflexion autour des moyens qui vont pouvoir être mobilisés, soit sur une réflexion sur les premiers professionnels qui peuvent se former à l'animation de ces mesures. On note aussi que les tribunaux judiciaires et les partenaires, dont les associations d'aide aux victimes, sont aussi de plus en plus mobilisés. On a notamment, je pense, une bonne vingtaine de conventions qui ont été signées, mais 14 qui ont été soit signées récemment, soit actualisées, donc c'est quand même important. Et on comptabilise, alors pour l'année 2022, alors les chiffres sont assez aléatoires, on a essayé de faire remonter autant que faire se peut les chiffres, ils sont peut-être pas tout à fait exacts, mais on comptabilise à peu près 80 mesures engagées avec des mineurs auteurs PJJ pour l'année 2022, et une quarantaine pour le premier semestre 2023. Quand je dis premier semestre, c'est janvier, juin, puisque c'est des chiffres qu'on avait fait remonter des terrains dans la perspective du comité de suivi du déploiement de la justice restaurative qui s'est tenu tout début juin. Un secteur associatif qui est également très mobilisé, puisque la Fédération Citoyens et Justice nous indiquait récemment que sur 45 associations adhérentes, 35 se disent intéressées par la mise en œuvre, par la justice restaurative, et que par ailleurs, nous, on comptabilise déjà 8 services associatifs habilités qui sont inscrits dans des partenariats avec des directions territoriales de la PJJ. Voilà, sur cette première partie. Donc, la justice restaurative en grande progression auprès des mineurs. Merci. Je vais donner la parole à Jérôme Bertin. Merci. Donc, je serai donc le seul directeur à ne pas avoir à être excusé. Mais bon, voilà. Ça a permis de constater que vous n'étiez pas endormi en cette deuxième journée. Alors, en tout cas, je vais essayer de faire simple parce qu'en fin de compte, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites finalement à travers l'IFJR de ce qu'ont pu faire les associations d'aide aux victimes que nous fédérons ou la fédération. Je vais essayer de recentrer pour faire répondre à ta question, Nicole, sur la mobilisation en 10 ans, sur 3 points. Première mobilisation, il s'est agi en fait d'innover, de déployer. Innover, c'est le propre du secteur associatif.
j'allais dire, je ne vais pas refaire évidemment tout l'engagement qui a été celui de tous ceux qui ont porté cette idée au départ, mais s'il n'y avait pas le secteur associatif, pour à un moment donné tenter les choses et de se dire, puisqu'on y croit, on y va, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas là en train de constater tout ce qui a pu être fait. Ça a donné lieu, évidemment, aux expérimentations, à l'écriture de données, de livres aussi, pour bien sûr pouvoir ensuite déployer. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit hier en matière de formation. Deuxième point, convaincre du bienfait de la justice restaurative. Évidemment, donc de l'intérêt finalement à nous suivre. Et là encore, je vois que finalement, à travers tous les partenariats qui aujourd'hui sont noués avec différentes administrations, avec d'autres secteurs associatifs aussi, on a peut-être en effet réussi à le faire. Et puis, juste dire quand même que si on n'avait pas poussé et convaincu à un moment donné, difficilement, il est vrai, une ministre de l'inscrire dans la loi, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais voilà, et ça n'a pas été forcément chose simple et ce n'est pas lié au caractère de la ministre. Mais en tout cas, autre intérêt, bien sûr aussi, c'est d'investir et de s'investir. Investir, ça a un coût, on l'a dit, on l'a redit. Alors, c'est pas le secteur associatif est en train toujours de réclamer de l'argent, mais en tout cas, il n'en produit pas. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir en effet investir. Et vous avez souligné le fait que nous avions des professionnels, qu'il fallait être vigilant sur certains points. Oui, en effet, la justice restaurative nécessite des moyens pour qu'on se forme, qu'on ait des formations continues et, on va le redire ensuite, mais en tout cas qu'on ait des personnes vraiment investies pleinement et en tout cas qui puissent assurer cette mission. Mais aussi de s'investir, et moi je suis très heureux d'entendre aujourd'hui 4 directions du ministère de la Justice qui se sont pleinement investies dans ces mesures, sont aujourd'hui du coup beaucoup à l'initiative aussi pour proposer du coup à nos adhérents d'être embarqués dans cette aventure. Troisième et dernier point sur ce bilan, pour faire très vite, promouvoir aussi cette idée de justice. Alors, pour la fédération, en direction de ses adhérents, donc avec toutes nos méthodes, j'allais dire, d'échange, de travail, de partage, de groupes de travail qu'on a mis en place, tu en as fait partie aussi, Nicole, d'enquêtes que l'on peut réaliser auprès de nos adhérents, bien sûr, mais de manière générale, promouvoir, c'est aussi communiquer auprès du grand public pour que cette idée de justice fasse sens dans la société, dans son ensemble. Et voilà, en tout cas, les 3 points déjà sur ce bilan. Merci Jérôme. Je dois être garante du temps aussi, donc je vais revenir à ma deuxième question et je pense que vous aurez pas mal de questions dans la salle, donc si on peut garder un peu de temps. Est-ce que vous pouvez un peu aborder les perspectives pour les 10 années à venir, suivant chacun de vos services ? Merci Madame la Présidente. Donc s'agissant de l'avenir, déjà, quel est l'enjeu identifié qui a été déjà évoqué ces jours-ci? C'est que les victimes et les auteurs qui souhaitent bénéficier de mesures de justice restaurative puissent en bénéficier. Qu'est-ce que ça implique? D'une part, que chacun connaisse l'existence du dispositif, et de ce point de vue-là, on a le film qui est un formidable vecteur de communication dans le temps du film, mais peut-être même au-delà avec les administrations et les associations pour démocratiser l'accès à la JR. Et donc on sait que votre institut et les associations de terrain ont donné beaucoup de matière et que le film, pour les béotiens, était extrêmement intéressant pour expliquer ce en quoi consiste la justice restaurative, les différents temps et les apports. Et après, le second enjeu, la seconde chose que cela implique, c'est que les services sont en mesure de proposer de la justice restaurative sur les territoires et avec la question de la synergie entre la demande de justice restaurative et l'offre existante. Et du coup, sur l'avenir, alors pas de recette miracle, mais quelques pistes à identifier, notamment grâce aux expérimentations. Je crois que ce matin, j'étais à une table ronde sur les victimes mineures avec Noémie Micollet et les collègues de l'Ain qui se donnent beaucoup de mal pour faire vivre concrètement les mesures de justice restaurative. Et qu'est-ce qu'on voit? La mutualisation des animations entre les professionnels du ministère de la Justice, donc le SPIP et la PJJ, mais également, vers M. Bertin, les professionnels des associations d'aide aux victimes.
il y a la mutualisation entre les professionnels, et on voit qu'il y a sur plein de sujets, il y a un certain décloisonnement des périmètres de chacun, et c'est source d'enrichissement, à mon avis, pour les professionnels, mais également mutualisation au niveau géographique. Alors, sur une des précédentes tables rondes à laquelle j'ai assisté, il y avait des bénévoles qui expliquaient être prêts, dans une certaine mesure, pas jusque dans la Somme, a dit une d'entre elles qui est originaire du Sud-Ouest, mais qui était prêt, pour faire vivre de mesure, à aller sur des départements autres. Donc, ce qui s'applique aux bénévoles, mais peut-être que la mutualisation entre départements peut être aussi une piste. Par rapport à la question donc, des ressources et des moyens, peut-être travailler plus en avant sur les synergies locales pour essayer d'identifier les terrains où il y a des initiatives et vraiment consolider l'existant. Et pourquoi consolider l'existant? Donc, par être garant du fait qu'on a toujours un personnel formé sur ce secteur, mais pourquoi? Pour pouvoir répondre aux demandes. Et pourquoi est-ce important? Si on pérennise une offre de justice restaurative, alors qui ne correspondra peut-être pas à ce qu'on voudrait dans l'idéal, ça peut faciliter quoi? Et c'est ça le point névralgique pour le SADJAV, l'information. Alors on a bien compris les deux temps, l'information, donc on peut se voir informer, mais on peut informer tout le monde sur l'existence. Après l'orientation, donc la phase 2, on se rapproche au plus près du dispositif. Mais là encore, et je suis désolé, je radote un peu, mais j'ai bien écouté aux tables rondes et sur celle de ce matin, on informe, et on en avait discuté avec un autre collègue de France Victime, si on informe, rien de pire que de décevoir la personne et qu'il n'y ait pas la réponse en face. Et donc d'où l'importance d'essayer de travailler avec les moyens qui sont existants ou à venir, à consolider sur des secteurs des offres de justice restaurative pour que les professionnels soient plus à l'aise, parce qu'il faut se mettre à la place des gens de terrain sur comment informer, et on est beaucoup plus à l'aise si on sait que sur une zone géographique, on peut assumer un certain nombre de mesures, même si sur la justice restaurative, et ça c'est le dernier rapport du sujet, on est sur de la dentelle, puisque c'est quelque chose qui vient un peu télescoper avec le temps judiciaire, et on est sur un temps un peu différent dans la justice restaurative. Merci beaucoup. Je vous répondrai un peu, si on a le temps tout à l'heure aussi. Madame. Non. Allez-y, je vous en prie. Merci. Alors, en ce qui concerne donc la DSCG, pour les 10 ans à venir, c'est de poursuivre la dynamique de promotion des mesures de justice restaurative, et notamment par des actions de sensibilisation et de formation notamment des magistrats. Avec, vous savez, les magistrats sont formés en 2 temps en quelque sorte. D'abord une formation initiale, et développer aussi ce qui se fait aujourd'hui en matière de formation initiale, avec des interventions, en parlant un peu plus de la justice restaurative, et puis également dans le cadre de la formation continue, puisque les magistrats sont soumis à un certain nombre d'heures, et de plus en plus en fait dans le catalogue des formations continues, il y a une place pour la justice restaurative. Et il y a déjà 2 ans, une formation avait été développée qui était intitulée La prison en question. Et dans le cadre de cette formation, justement, les intervenants attiraient l'attention des magistrats pour leur donner envie, leur impulser l'idée, et surtout de leur expliquer en fait quels étaient les aboutissants, les tenants, quel rôle ils pouvaient avoir, non seulement dans le cadre du contrôle dont on a parlé, mais aussi dans l'impulsion de la justice restaurative au sein de leur juridiction. Et justement, c'était une demi-journée qui était consacrée. Donc je pense que sur les 10 ans à venir, outre le développement encore de la boîte à outils qu'on a mis, puisque le but c'est surtout pas de la laisser en fait dépérir, mais au contraire de l'enrichir à chaque fois avec de nouvelles fiches, de nouveaux outils pratiques opérationnels qui peuvent servir à tous, mais également de développer aussi c'est le côté formation des magistrats. Alors pour l'administration pénitentiaire, je crois qu'on est un peu restreint par le temps, me semble-t-il, si je crois pouvoir passer. Je vais essayer de faire court, j'avais plusieurs choses à dire, mais pour résumer, pour l'administration pénitentiaire, il ne faut pas raisonner en termes d'objectifs chiffrés, parce que finalement, ça contreviendrait à la qualité qu'on souhaite
apporter à la mise en œuvre de ces mesures, comme je disais, qu'on sait exigeantes. Et dans le cadre de sa politique de dynamisation de la mise en œuvre des mesures ou de toute action finalement de justice restaurative, la direction de l'administration pénitentiaire, elle va poursuivre ses actions de valorisation des actions menées tant par les personnels en service que par les directions interrégionales. Donc, ça a été déjà dit, hein, le colloque de 2022. Celui dans le cadre du Forum européen, donc, qui est organisé par le pôle des relations internationales et européennes de la direction en lien avec la DIAV. Donc, ce colloque qui, le lendemain de la réunion des membres du Forum, aura lieu le 14, où on souhaite, et en tout cas c'est en cours de construction, faire intervenir là encore des personnels des services pour qu'ils puissent venir témoigner, finalement un peu sous la même forme que les ateliers qui se sont déroulés hier et aujourd'hui, témoigner de leur expérience. Et au-delà de ces interventions, on travaille, et on va poursuivre également ce travail-là, sur l'identification des bonnes pratiques. Donc c'est un terme à la mode pour le ministère. Mais en tout cas, on a pu rédiger une fiche bonne pratique sur les CSR qui a permis la récompense lors de la deuxième journée de bonnes pratiques qui a eu lieu là en début d'année 2023, la récompense de personnel investi au sein du SPIP de Montpellier. Donc quand je dis personnel, c'est CPIP et psychologues, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les CPIP qui sont investis dans la justice restaurative, du SPIP de Montpellier, d'Orléans et de Versailles. On poursuit également cette action l'action de communication. On travaille actuellement sur la publication dans le cadre de la Semaine internationale, parce que colloque le 14 novembre, on n'allait pas en organiser un 2 semaines après. Donc on travaille sur l'élaboration d'une publication, là encore, pour mettre en valeur les actions menées au sein de chacun des territoires. Et le projet, alors on parlait des bénévoles ce matin au sein de l'atelier 3, le projet c'est de construire, d'élaborer, je ne trouve pas le terme, mais en tout cas de concevoir une petite vidéo sur de témoignages de bénévoles qui ont pu bénéficier de formation et qui ont pu participer d'une mesure de justice restaurative, et ce qu'on espère en 2024 pour la suite, donc en format court pour cette publication, puis en format long pour 2024, parce qu'on espère que cette vidéo pourra servir finalement au service pour parler de cette mission de bénévoles. Au-delà, on a travaillé aussi avec la plateforme je veux aider.gouv.fr, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une plateforme qui met en lien les organismes et les établissements publics, qui permet le réseau finalement entre les établissements publics, les organismes et les bénévoles, et qui recense des missions de bénévolat. Aujourd'hui, c'est un réseau de 460 000 bénévoles qui sont sur cette plateforme, et on a travaillé avec cette plateforme à la réalisation d'une fiche de mission pour les bénévoles de la justice restaurative qui sera bientôt mise à disposition des services qui souhaitent publier cette fiche de mission, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas en permanence publiée, mais en tout cas les services qui seront à la recherche, donc on pense à Lyon, qui sont à la recherche de bénévoles pourront publier à ce moment-là cette fiche avec une trame type de mission de bénévoles au sein de la justice restaurative. J'essaie de rien oublier. On a aussi, pour information, porté la candidature des directions interrégionales de Dijon et de Marseille pour les CEP Awards, donc comité européen de probation. Donc on a porté les candidatures au niveau d'actions de justice restaurative, et ainsi la direction interrégionale de Dijon s'est vue attribuer le 3e prix dans la catégorie protection du public, s'agissant de la politique qu'elle mène, politique forte en matière de justice restaurative, et la direction interrégionale de Marseille pour le certificat de haute recommandation dans la catégorie réadaptation dans la collectivité, pour le SPIP du Vaucluse, qui lui, depuis 2017, met en place des mesures de justice restaurative et est très impliqué
dans la justice restaurative. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que régulièrement, on porte des candidatures à l'international, au niveau européen, mais aussi au niveau national, qui obtiennent ou pas des prix sur les actions menées. Les autres actions, elles sont sur un volet plus de l'évaluation. Donc l'évaluation de l'offre sur le territoire. Donc là, on travaille à une meilleure visualisation de l'offre des actions, donc en lien avec les directions interrégionales, et ce afin de permettre, donc on l'a largement abordé, une mutualisation des ressources, mais pas que, aussi une mutualisation des expériences, parce que finalement l'expérience peut aussi servir à ceux qui souhaitent se lancer dans la justice restaurative. Et enfin, ce travail permettra aussi d'identifier le coût qui est supporté par les services dans la mise en œuvre. C'est un coût qui est aujourd'hui diffus, on le sait, entre qui participe de ce financement, entre les services, les associations, quand il y a une collaboration avec la PJJ sur les déplacements des bénévoles, des personnes victimes, etc. etc. Et enfin, donc ça c'est à plus court et moyen terme, mais à long terme, le souhait de l'administration pénitentiaire, c'est de pouvoir engager un travail de fond sur l'évaluation globale de la justice restaurative pour finalement aller voir ce que génère la justice restaurative en termes d'impact sur la récidive, mais pas que, aussi sur les pratiques professionnelles, parce qu'on le sait, vous l'avez évoqué notamment au cours d'ateliers, j'ai pu en échanger avec certains d'entre vous, sur la posture professionnelle qui va bouger, notamment vis-à-vis des victimes, et la posture professionnelle qui va bouger en entretien à la suite lorsqu'on a animé une mesure de justice restaurative, et au-delà de l'impact aussi sur les organisations de services, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est un travail à long terme, et à cet effet, le rapport qui est financé actuellement par la mission de recherche et de droit et de la justice, dont on attend le rapport en novembre, me semble-t-il, pourra permettre une première base de travail pour l'administration. Alors, je devine à votre regard que nous avons, je pense, monsieur et moi, 1 minute à nous partager. C'est ça ? Alors, je vais faire très vite pour la PJJ. Simplement dire que la justice restaurative est inscrite dans le plan stratégique national de la PJJ, ce qui signe quand même les attentes de la directrice en matière de déploiement de cette pratique à la PJJ et une déclinaison à venir dans les projets territoriaux et interrégionaux. Je vais simplement rappeler 3 enjeux qui n'ont rien de très originaux puisque on les avait déjà identifiés, ces enjeux, au moment des expérimentations. La question du portage au niveau des directions interrégionales et des directions territoriales et de la possibilité pour elles de mobiliser des moyens, notamment RH, pour les services publics de la PJJ. L'encouragement de la démarche partenariale, puisqu'elle permet, et beaucoup d'entre vous ont pu nous le démontrer à travers leurs ateliers, une démarche de mutualisation qui, je pense, au-delà de la richesse qu'elle va offrir en termes de compétences, elle va aussi permettre plus de souplesse et d'adaptabilité pour répondre à l'offre. La question de l'information et de l'orientation des publics qui doit être l'affaire de tous et pas uniquement des professionnels référents justice restaurative ou des services engagés dans cette démarche. Donc il faut que chaque professionnel de la PJJ, dès lors qu'il existe évidemment un service sur le territoire, parce qu'il ne faudrait pas générer, comme le disait Romain, d'attentes déçues, soit en mesure d'informer les publics. Et puis il y a un gros enjeu à la PJJ sur l'information et l'orientation des victimes. Et donc là, mobilisation bien sûr des tribunaux judiciaires, des associations d'aide aux victimes, du barreau, ça a été dit à plusieurs reprises pendant ces 2 jours. Et enfin, un dernier enjeu qui est sur la comptabilisation et la valorisation de l'activité, puisqu'aujourd'hui, on est quand même un peu en difficulté pour pouvoir donner des indicateurs chiffrés sur le déploiement de la justice restaurative. Donc une évaluation de la quantité, mais aussi ultérieurement de la qualité
est-ce que ça répond aux attentes. Donc l'évaluation quantitative et l'évaluation qualitative, qui est un enjeu essentiel. Et sachez simplement que nous, notre rôle en administration centrale, c'est aussi de porter et de valoriser ce que vous faites, vous, sur les services, et que pour ça, on a besoin de se faire remonter, d'obtenir des informations précises, pas seulement quantifiées, mais aussi sur ce que vous faites. Donc les colloques sont un moyen de venir à votre rencontre et d'avoir cette information, mais n'hésitez pas aussi à nous faire remonter vos bilans, vos éléments, vos conventions, etc., pour qu'on puisse en faire part ensuite au niveau national et international. Merci Formidable. beaucoup. Bon, 30 secondes, 3 points. Allez, je vais essayer. Bien sûr, obtenir les moyens nécessaires et les soutiens nécessaires pour rendre efficient, je retiens ce que vous avez dit, monsieur Di Marino, il n'y aurait rien de pire que de proposer de la JR et de ne pas pouvoir le faire ensuite. Alors sans doute que la fédération va devoir aussi peut-être un peu mieux travailler avec son réseau, notamment pour identifier peut-être les freins, les points de blocage, puisque dans l'enquête qu'on a faite, on constate qu'il y a quand même une très grande majorité de nos associations qui n'ont pas encore pu mettre en place des mesures. Deuxième point, je le disais tout à l'heure, mais continuer à innover, à s'adapter. Je vois très bien que maintenant, finalement, dans le milieu judiciaire, le relais est passé et que ça s'installe vraiment, et ça, c'est un vrai plaisir. Peut-être va falloir qu'on aille, comme le disait Benjamin, dans d'autres secteurs, peut-être extra-judiciaires. Et puis, dernier point, quand je parlais de conviction, il y a quand même des choses qui nous reviennent, et je crois qu'il y a peut-être une conviction à avoir, en tout cas, c'est qu'aucun secteur de victimisation ne soit exclu de la JR. Il y a quand même des discours qui sont tenus par rapport à certaines victimes qui n'y auraient pas accès pour telle ou telle raison, et ça, c'est sans doute un plaidoyer que l'on doit porter avec cette idée forte quand même, qui est quand même la nôtre, c'est d'avoir à un moment donné, de respecter la liberté de choix de chacun, notamment d'accéder à ces mesures de justice. Merci beaucoup. Je pense que ça serait bien que vous puissiez avoir le temps, je ne sais pas où est Benjamin, de poser quand même quelques questions. Non? Ah si, quand même. Une ou deux. Deux, t'en as eu deux ou trois. Merci. Alors, une question. Hein. Non, mais on va être rapide après. Alors, une ou deux. Oui. Oui. Alors, c'est tout au milieu, donc il va falloir passer du micro. Je vais me faufiler. Bonjour, je suis CPIP et du coup ma question va particulièrement s'adresser à Madame Lelor, représentant le directeur de l'administration pénitentiaire. Vous avez parlé de valorisation et de mutualisation des moyens et de valorisation du partage d'expériences. Moi sur le terrain, ce que je constate, et je pense que ça s'est entendu sur ces 2 journées, qu'il y a un déploiement totalement inégal selon les terrains. Et ce malgré les volontés des personnels investis ainsi que des bénévoles. J'ai entendu ce matin lors d'un atelier que certains sièges, enfin des directions départementales, fixaient des objectifs. En fait, la JR était un objectif départemental, ce qui permettait du coup un déploiement vraiment intéressant et une automisation aussi des personnels sur la mise en place des mesures de JR. Donc ma question, de quelle manière la DAP envisage réellement, concrètement, de s'engager pour valoriser et mutualiser les moyens? Et j'ose poser la question, est-ce qu'il est envisagé qu'un jour des postes dédiés, des temps dédiés au personnel investi sur les terrains soient entendus et voilà. Je pense que ouais, c'est bon. J'étais au même atelier que vous ce matin, donc effectivement j'ai partagé les réflexions. Alors sur la mutualisation et que ce soit des ressources ou des expérimentations, on en est au balbutiement parce qu'effectivement ce que je disais très rapidement, c'est qu'il faut d'abord identifier très précisément les actions, parce qu'aujourd'hui et depuis 2015 on mène ces enquêtes nationales qui sont quand même remplies à 90%
donc 90 PIP sur une centaine. Pour autant, elles sont remplies partiellement. Donc aujourd'hui, c'est tout le travail qu'on engage en lien avec les directions interrégionales et plus spécifiquement les chefs unités méthodologie, accompagnement et les DPI-PPR sur l'identification de ce qui se fait. Et à partir du bilan qui sera produit, je regarde par là parce que les collègues de Toulouse sont concernés, le bilan qui sera produit à la fin de l'année sur l'expérimentation de mutualisation des ressources de justice restaurative sur les cours d'appel de Marseille et d'Aix, nous, au niveau de l'administration pénitentiaire, on échange avec ces directions interrégionales-là, de Toulouse et de Marseille, et on en tirera des conclusions et des conséquences. On attend la fin de cette expérimentation qui a démarré en juin 2022, on est en 2023, donc 2022, et qui a été prolongée de quelques mois là jusqu'à la fin de l'année. Voilà, il y a eu une première étape intermédiaire de bilan en juin 2023 et il y aura un bilan final de fin d'année, donc plutôt début d'année 2024. Sur les postes dédiés, c'est pas à l'ordre du jour parce que qui dit poste dédié pour la justice restaurative dit poste dédié pour l'ensemble des actions collectives, donc l'ensemble des modalités d'intervention collective des services pénitentiaires. Et aujourd'hui, la justice restaurative, elle fait bien partie de l'ensemble des modalités d'intervention des SPIP. Donc aujourd'hui, la politique des services doit en tout cas tendre vers une mise en œuvre. Et ce que font aujourd'hui les services, puisque la justice restaurative, elle suppose des animateurs, donc des personnels formés, elle suppose du temps et, comme je disais, elle est exigeante. Donc de fait, aujourd'hui, les services vont prioriser les modalités d'intervention plus classiques, plus traditionnelles qu'on connaît. Donc finalement pas de fléchage au niveau des références comme on peut le connaître sur d'autres thématiques, mais tendre plutôt vers une impulsion en lien avec les directions interrégionales pour les directions des services pour qu'elles puissent impulser une dynamique. Et là, je rejoins, on a pu en échanger aussi avec certains collègues, je rejoins la dynamique qui doit être mise en place sur la formation des directeurs. Alors, elle avait été évoquée une formation spécifique sur la justice restaurative ce matin. Il faut peut-être aller plus sur la sensibilisation, comme on peut le connaître sur le territoire, et voir comment nous, on peut accompagner au niveau de la direction, en lien avec les NAP aussi, sur cette sensibilisation à la mise en œuvre de la justice restaurative, mais pas que, il y a d'autres programmes également. Merci beaucoup. Ce que je disais, oui, j'entends ce que vous dites, mais c'est des choses qui existent déjà. Et nous, le terme de commande institutionnelle, c'est des choses qu'on entend régulièrement par nos directions sur les terrains. Il a été possible de dégager du temps des décharges officielles ciblées par la DAP sur la mise en place des PPRV, des prises en charge des publics radicalisés. Le TIGE a fait l'objet, bon, je vais pas, voilà, je sais que l'ANTIGE, c'est encore autre chose, mais il a été possible à des moments donnés, suite à des politiques, c'est clairement une histoire de politique, de dégager du temps et de valoriser des investissements de personnel. Donc je pense que c'est des choses qui pourraient techniquement se faire. Alors je ne suis pas à la DAP et je n'ai pas tous les moyens, mais c'est des choses qui existent et qui se sont vues et qui se voient sur les terrains encore aujourd'hui avec des commandes institutionnelles, je le redis. Alors, je vais me permettre de vous reprendre sur le terme décharge. On va plutôt parler de réorganisation de la charge de travail. C'est plutôt péjoratif, la décharge de travail pour les collègues. Et effectivement, vous le soulignez très justement, ce temps dédié qui est accordé et cette réorganisation de travail qui est possible, elle est en lien avec les politiques. On l'a vu sur la radicalisation, on le voit actuellement aussi sur les violences intrafamiliales. Et aujourd'hui, tout le travail qui est celui de la direction de l'administration pénitentiaire, c'est justement de porter le fait que la justice restaurative, c'est du temps.
C'est du temps et c'est un coût financier, on le sait, mais RH aussi. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, tout ce travail d'évaluation très précis de ce qui se fait sur le territoire et au-delà de la mise en œuvre, de ce que ça peut coûter et représenter pour les services, pour pouvoir, nous, derrière, démontrer par une évaluation chiffrée, quantitative, ce qui était nommé également ce matin, de ce que ça peut représenter par les services. Et ça, c'est un travail qu'on a commencé à entamer au travers des enquêtes nationales et qu'on poursuit avec les directions interrégionales. Merci beaucoup. Désolée, nous sommes pris par le temps, donc c'est dommage. On va devoir interrompre cette table. Merci beaucoup pour vos interventions.